Eh bien, nous sommes lundi matin. Vous le savez, c'est notre premier rendez-vous de cette semaine, mais également du mois d'août, qui est un mois pour beaucoup de congés de vacances, mais pour certains, le travail continue, comme nous. En tout cas, pour tous ceux qui ont un temps de repos, on vous souhaite d'en profiter pleinement, de faire vraiment le plein de bonnes énergies, de passer du temps avec les personnes que vous aimez, de vous ressourcer pleinement, mais surtout d'occuper sainement ce temps-là et de vous préparer pour la reprise en espérant que cette fois, ça se passera vraiment mieux que tout ce que l'on a vu jusque-là. Merci beaucoup d'être fidèle à BF1. Merci de choisir le Loft. Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, je le disais, pour ce mois qui est bien souvent consacré aux vacances, on a bien eu envie de développer un sujet autour des activités de vacances autrement pour les enfants, mais également pour les plus grands. Pourquoi pas? Mais avant, on aura l'immense chance et plaisir d'échanger avec une personnalité aujourd'hui autour de son parcours. Et ensuite, avec lui, on parlera de ce qu'il prévoit pour ses vacances pour tous les enfants de Ouaga, du Burkina. Mais en attendant, permettez-moi de l'installer. Il s'agit de Monsieur Younoussa Sanfo. Il est expert en cybersécurité, également promoteur de ACES et Centre d'éveil scientifique et technologique. Et pour ses vacances, il propose de former les enfants de 7 à 17 ans en codage informatique. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais très bien. J'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Pas du tout. Par contre, pour la présentation, je sais qu'on a fait un résumé. Donc, si vous voulez nous donner une version un peu plus, parce qu'on a contracté tout en disant expert en cybersécurité. Si vous deviez vous présenter pour qu'un lambda qui ne sait pas ce que c'est que la cybersécurité comprenne ce que vous faites, comment vous le direz? Je vous remercie. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. C'est un plaisir. La cybersécurité, c'est la lutte contre la criminalité sur les réseaux. D'accord. La lutte contre toutes les infractions qui peuvent être commises sur les réseaux. D'accord. Les réseaux locaux comme les réseaux privés jusqu'à Internet. D'accord. Donc, on est clairement dans l'univers de l'informatique et du numérique ou pas? Parce que souvent, je me trompe entre informatique et numérique. Est-ce qu'on est dans le même univers ou est-ce que c'est des univers voisins? C'est exactement dans le même univers. D'accord. L'informatique fait partie du numérique. D'accord. Mais effectivement, dans le numérique, il y a d'autres choses que l'informatique. Il y a la robotique, il y a d'autres sciences autour du numérique. Et vous êtes dans le numérique ou dans l'informatique alors? Je suis dans le numérique. Ah, c'est dans la grande famille que vous êtes. Je suis dans la grande famille. Ok, et c'est vrai que ça tombe bien que l'on vous ait sur ce plateau parce que quand on parle de cybercriminalité, ce que nous, on connaît communément, c'est quoi? Mon compte a été piraté. Mais est-ce que ça va au-delà de ça? Parce que souvent, quand on parle des dangers sur Internet, ça semble super abstrait. On se demande, oui, mais au-delà de pirater un compte, ça peut aller où? Bon, il y a eu le phénomène que l'on appelle communément des brouteurs qui appellent, qui... Mais au-delà de ça, quand on nous parle de cybercriminalité, nous, on ne voit pas quoi. Est-ce qu'il y a pire que ça? Si votre compte ou le mien sont piratés, bon, ça va encore, ça peut nous empêcher de dormir, mais ça va encore. Mais si c'est la Sonabel qui se fait pirater, il n'y aura pas que vous et moi qui serons mécontents. Ah. Voilà. Et pour un pays, il y a quand même des enjeux lorsque des services sensibles, ce qu'on appelle les OIV, les organismes d'intérêt vitaux, sont attaqués. D'accord. Voilà. En temps de guerre, par exemple, eh bien, ce sont des sujets qui peuvent très rapidement devenir préoccupants. Donc c'est vrai qu'on se dit, si c'est moi, il n'y a pas particulièrement d'enjeu parce que bon, c'est quoi? Je dis bonjour à la famille, je fais coucou aux amis, donc c'est pas grave. Mais imaginez que ce soit le ministère de la Défense par les temps qui courent, c'est terrible. Oui. On se rend compte que c'est vraiment... Et surtout qu'aujourd'hui, on est de plus en plus sur Internet, on y vit, on ne fait pas forcément attention, et on s'expose, et ensuite, c'est une fois trop tard qu'on se dit « oups ». C'est vrai. Non, mais on dit ça, mais même pour un individu, ça peut tourner parfois au drame. D'accord. Ça peut aller jusqu'au suicide. Ah oui? Ah oui, sur Internet, il y a parfois des chantages. C'est-à-dire que
vous vous comportez mal, Oui. vous ne prenez pas des précautions, Oui. et on arrive à vous filmer à des moments très intimes. Oui. Et ensuite, on vous envoie la vidéo en disant « J'ai cette vidéo, envoyez-moi 2 millions, sinon j'envoie ça à X ou à Y, Oui. ou à tout Internet. » quoi. C'est vrai. Et là, ça peut devenir dramatique assez rapidement. Donc, comme quand on peut se dire, bah, si c'est mon compte qui est piraté, je fais un autre compte, mais en fait, c'est pas si anodin que ça. C'est pas si anodin que ça, même si ça reste au niveau d'un individu. Un individu. Oui. Voilà. C'est pour ça que tout le monde, tous ceux qui décident d'aller sur Internet doivent savoir qu'il y a une part de risque. C'est vrai que la vie est risquée, mais après, Voilà. quand on sait au moins où on met les pieds, on n'est pas forcément en sécurité, mais on fait attention. C'est ça. Et c'est déjà ça. Mais on peut prendre des précautions. Hein. Parfois, juste des précautions basiques Ouais. peuvent vous permettre de protéger votre compte. Basique comme. Comme, par exemple, lorsque vous allez sur Facebook, vous ferez mieux d'activer la connexion en 2 étapes. En quoi ça consiste? Chaque fois que vous voulez vous connecter, vous allez recevoir un SMS pour prouver que c'est bien vous. Oui. Donc, vous allez donner votre numéro de téléphone. Oui. Le pirate, il peut avoir votre mot de passe, Oui. mais il ne pourra pas se connecter parce qu'on va vous envoyer À vous un message. un message. Pour Vous n'allez pas demander si répondre c'est parce que vous vraiment n'avez rien demandé. Ouais. Eh bien, il ne pourra pas se connecter. Mais comment on fait ça? Mais ça s'active sur Facebook, sur Google, partout où vous êtes. Actuellement, tous les services sérieux proposent la connexion en 2 étapes. Ah, parce que moi, je le sais, par exemple, quand je suis sur mon ordinateur et que je veux me connecter alors que je suis connectée sur le téléphone, il y a le message qui vient pour me Voilà. demander est-ce que c'est vous qui voulez vous connecter Oui. avec un autre appareil. C'est ça. Mais pour Facebook, par contre, je l'apprends. Oui. Je ne savais pas. Merci beaucoup. Non, Et mais si vous le faites, Oui, le brouteur ne peut pas vous pirater. d'accord. C'est bien. J'espère que vous avez noté comme moi, hein, chers téléspectateurs, parce que c'est vrai que c'est des petites choses comme ça que l'on ne sait pas forcément, qui peuvent souvent nous sauver la vie. Ça fait combien d'années que vous êtes dans la cybersécurité? Je suis vieux maintenant. Ça fait une bonne 20aine d'années. Quand même. Oui. Ok. Et ça a commencé comment tout ça? J'étais inspecteur de police. D'accord. Je courais après les délinquants qui volaient des vélos et des porte-monnaies au cinéma. Ah. Et puis après, je suis C'est parti. vrai qu'on m'a volé mon portable au cinéma maintenant que vous parlez. C'était il y a 5 ans, mais on m'a volé mon portable au cinéma. C'est difficile à vivre quand même. Voilà. Donc, après, j'ai voulu tenter d'autres expériences. Je suis allé faire une formation en informatique. En étant toujours dans la police, Ah non, je suis parti de la police. on peut partir de la police. Ben ouais. Ah, enfin, moi, je pensais que pour ce type d'engagement, c'était à vie. Oui, c'est vrai. Mais non, pour la police, c'est un engagement décennal. Ah, d'accord. Vous vous engagez pour 10 ans. D'accord. Après 10 ans, vous pouvez demander une disponibilité. D'accord. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Ok. J'ai demandé une disponibilité. Donc, 4 ans plus tard, je devais revenir prendre mon poste. Je ne suis pas revenu. Bah, en fait, c'est 4 super longues années. Ouais. Donc, D'accord. à mon retour, j'ai été accueilli à l'aéroport, directement à la direction générale de la police nationale. C'était combien d'années après? Je suis revenu 7 ans plus tard, alors que j'avais demandé une disponibilité de 4 ans. D'accord. Donc, il a fallu que j'aille quand même m'expliquer. C'est clair. Voilà. Bon, mais ça s'est bien passé quand même. Ah, Dieu merci. On en est content. Et donc, vous partez de la police, vous faites une formation en informatique. En informatique. Parce que vous étiez attiré par l'informatique. Comment vous arrivez? Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, moi, je vais faire informatique, ou comment ça a commencé? Parce que si on remonte à, j'ai envie de dire, 20 ans en arrière, je ne suis pas sûre qu'un enfant se lève et se dit, moi, j'ai envie de me former en informatique. Je ne sais pas. Pour vous, comment ça s'est passé? Bon, je suis arrivé en France et il fallait bien que je fasse quelque chose. Donc, j'ai entrepris de me former. Donc, j'ai été accueilli par le Centre d'information des jeunes pour l'emploi. D'accord. Ils m'ont fait un test psychotechnique et ils m'ont proposé de faire de l'informatique. D'accord. Et voilà, donc, à l'issue du test, j'avais 3 résultats. Donc, on m'a donné 3 enveloppes. OK. Et normalement, je devais avoir 3 propositions différentes. D'accord. Sauf que quand j'ai ouvert les enveloppes, c'était informatique, OK. informatique, OK. informatique. D'accord. Bon, Tout est dit. donc j'ai fait de l'informatique. Mais vous aviez déjà une base en informatique ou pas? Pas du tout. Et ça, c'était facile, la formation? Ouais, c'était pas compliqué. D'accord. Mais
J'avais pas le niveau, par exemple, en mathématiques. Ah, Donc, il a fallu que je prenne des cours spécifiques de maths. pour Rehausser le niveau. rehausser le pour être- niveau en maths, quoi. Donc, c'est dit qu'en informatique, c'est quand même des maths. Oui, mais même si vous n'êtes pas matheux, vous pouvez faire de l'informatique. Ah, Mais le matheux s'en sortira mieux. mieux. Ouais, donc, il y a intérêt à faire gaffe à ce que raconte le prof de maths en classe si vous avez envie de faire informatique. C'est bon à savoir. Donc, 4 ans de formation, c'est bien cela? Oui, 5 ans de 5 ans de formation. Ensuite, spécialisation, 4 ans. D'accord. Spécialisation Sécurité. en sécurité. Bah, par rapport à vos antécédents Ah, voilà, c'est ça. d'homme de tenue, naturellement, on se dit oui. Et ensuite, pour le travail, comment ça se passe? Ben, ensuite, j'ai commencé à travailler dans une entreprise Oui. et j'ai en même temps créé une entreprise de sécurité D'accord. parce que j'étais dans une entreprise qui faisait du négoce du pétrole. Ok. C'est eux qui vendent le carburant à la Sonavi. Ah, Ça s'appelle Trafigura Industrie. ok. Donc, pendant que j'y travaillais, j'ai fait. Voilà, j'ai Une créé cette à entreprise côté. qui fonctionnait quand même pas mal en France. Ok. Mais j'ai décidé de rentrer au Burkina. Alors, moi, je suis quand même curieuse. Pourquoi un jeune Burkinabé qui arrive, qui se forme en France, qui non seulement a un poste intéressant, arrive à créer une entreprise qui vit bien, décide de revenir au pays? Oui, Pourquoi? parce que aux infos, j'avais vu que les serveurs de la DLJ, c'est l'ancêtre du ministère d'éthique actuel, là, Ok. la DLJ, s'était fait pirater ses serveurs. Oh. Ils avaient à peu près expliqué. Et je disais, mais J'aurais pu empêcher ça. oui. D'accord. Donc, les vacances suivantes, quand je suis venu, je suis allé voir le directeur de la DLJ. On a discuté. D'accord. Et il m'a dit, tu repars quand? J'ai dit, la semaine prochaine. Il m'a dit, ah non, il faut absolument que tu nous assistes pour mettre nos serveurs à niveau. Donc, j'ai prolongé mon séjour, j'ai travaillé avec eux et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses à faire par ici. Oui. Voilà, donc j'ai entrepris de faire des allers-retours au début et finalement, je suis resté. Ah. Avec une entreprise ici ou Oui, j'ai créé la même entreprise ici. ici? Oui, j'ai commencé. C'était pas facile au début. Enfin, je voulais justement parler de ça parce que on va se dire peut-être que de l'autre côté où les gens se rendent compte ou ont un certain niveau, enfin, un certain rapport avec l'informatique, ici, je suppose qu'on n'y était pas encore. Pas du tout. Donc, comment on justifie déjà une personne qui ne comprend pas qu'on lui dise d'acheter un ordinateur qu'il faut en plus Ouais, investir sécuriser. dans la sécurité? Ouais. Ah oui, c'était hyper difficile parce que quand je parlais de sécurité informatique à l'époque, les premiers qui me riaient au nez, c'était les informaticiens. Ah oui? Oui, Pourquoi? parce que à l'époque, ils me disaient, mais comment quelqu'un peut faire que de la sécurité? On D'accord. fait de l'informatique et puis on suit 20 heures de sécurité et toi tu dis que tu as fait de la sécurité. Et je leur dis oui, j'ai fait 5 ans de sécurité. Et pour eux, ça n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens. Et donc, quand j'allais voir un directeur d'entreprise que je lui expliquais, ben, il posait la question à son informaticien. Il lui disait qu'il trouvait ça bizarre. Donc, D'accord. j'étais même Bah, un peu c'est- suspect. Bah, c'est sûr, on se dit, lui, il n'est pas net. Il n'est pas clair. Oui. Voilà, donc il a fallu faire de la sensibilisation. Voilà, donc je faisais de la sensibilisation et petit à petit. J'ai envie en fait de m'inviter dans l'univers de la fiction. Où je regarde beaucoup de films où souvent on va dire, les experts en cybersécurité ont souvent été de l'autre côté de la barrière, se sont fait attraper ou alors n'ont même pas réussi, enfin on n'a pas réussi à les attraper, donc finalement on leur dit bon, on ne te met pas en prison, mais tu viens, tu nous aides à attraper les petits. Donc est-ce que souvent, ce n'est pas une méthode qui marche de pirater pour dire bah, si vous étiez sécurisé, moi je n'aurais pas pu faire ça, je peux vous aider à ce que quelqu'un d'autre ne le fasse pas. Est-ce que c'est une méthode qui marche en vrai? Oui. Vous l'avez déjà testé? Ah oui, oui. Ah, Ça s'appelle un test d'intrusion. ok, Donc, une banque, par exemple, ok. dit j'ai protégé mes systèmes, mais je veux en avoir le cœur net. Ok. Donc, est-ce que tu peux me pirater? En fait, donc il y en a qui demandent ça Ah oui, exprès oui. pour s'assurer qu'ils sont vraiment en sécurité. Ok, Donc, ben, on leur fait signer un contrat, ah, c'est clair. parce que sinon on peut se retrouver en prison. Facilement.
Et donc, ils signent le contrat Oui. et on fait le travail, D'accord. on donne les résultats. OK. Sauf qu'une fois qu'on a donné les résultats, si ils ont vraiment été piratés, on doit leur expliquer comment on s'y est pris Oui. et leur expliquer comment faire pour éviter cela D'accord. si le vrai méchant Vous voulez le venait faire. à les attaquer. Mais du coup, c'est dire quoi? Supposons que vous avez pris un chemin et que vous avez réussi à pirater le système et qu'en réalité, il y a plusieurs moyens possibles de pirater le même système. C'est-à-dire que vous explorez toutes les pistes ou c'est juste... Oui. En fait, il y a un process assez rigoureux D'accord. qui va tout tester. D'accord. OK. Mais parfois, après un premier test d'intrusion, on fait des recommandations, l'entreprise met à jour son système, mais on refait encore un deuxième ou un troisième. Il est D'accord. arrivé qu'on fasse jusqu'à 4 OK. avant de... De dire clairement, maintenant, Voilà. vous êtes sécurisé. Voilà. Et parfois, l'entreprise fait d'abord appel à un premier expert qui fait un test. Ensuite, il fait appel à un deuxième expert qui fait le second test. D'accord. Voilà. Donc, on va dire quand même que c'est test, retest, mais c'est les structures privées ou publiques qui demandent le plus de la protection. Ce sont les privés qui demandent le plus. D'accord, Parce que le privé, il sait ce qu'il perd tout de suite. c'est clair. Voilà. Une banque Oui. ne joue pas avec la sécurité c'est sûr. des données de ses clients. Mais une administration ne voit pas forcément l'intérêt. Donc il faut beaucoup de sensibilisation pour qu'une administration publique décide de prendre des mesures de protection. D'accord. C'est pour ça d'ailleurs que l'État a créé une structure qui s'appelle l'ANSSI, Oui. l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui normalement devrait être le gendarme qui est habilité à aller dans les entreprises pour voir s'ils ont pris des mesures. Et les entreprises peuvent même être sanctionnées Si les mesures ne sont pas prises. si les mesures ne sont pas prises. D'accord. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, si la Sonabel se fait pirater, la victime, ce n'est pas seulement la Sonabel. Enfin, j'ai envie de dire, même, ce n'est pas directement la Sonabel, parce que c'est nous qui n'aurons pas l'électricité. Chez nous, si la personne décide, supposons, Voilà. de faire ce qu'elle veut de la distribution de l'électricité dans la ville. Ouais, c'est C'est vrai ça. que quand c'est dit comme ça, très clairement, on se rend compte. Une personne peut s'asseoir dans son salon devant son ordinateur et décider que vous, peut-être parce qu'une fille qui a refusé ses avances, vous n'aurez plus l'électricité dans votre quartier. Bon, je plaisante. Mais depuis que vous êtes là, j'imagine qu'à l'époque, se former au Burkina, ce n'est pas évident. Mais est-ce que maintenant, au Burkina, on peut se former et devenir expert en cybersécurité? Bien sûr. C'est possible. Oui. J'ai plein de jeunes dans mon laboratoire qui D'accord. travaillent et qui sont très bons. D'accord. Donc la relève est assurée. Oui. Et aujourd'hui, vous vous attaquez encore aux plus jeunes. Oui, c'est ça. En fait, je travaille avec plusieurs générations. OK. Le matin, je donne des cours à des enfants qui ont 7 ans. D'accord. L'après-midi, à des étudiants qui ont la vingtaine. OK. Et le soir, à leurs parents, qui sont magistrats, juges, avocats, commissaires de police. J'ai même eu l'année dernière un médecin légiste dans ma classe. Je donne des cours à l'université. Médecin légiste. Médecin légiste, oui. D'accord. OK. Bah, c'est des noms que... Ben, aujourd'hui, tous ces corps de métier s'intéressent à la cybersécurité. C'est sûr. Parce que pour ce que l'on voit dans les films, on se rend compte que oui, c'est de plus en plus important. Mais souvent, on nous dit il y a des générations qui sont beaucoup plus à l'aise avec le numérique, avec l'informatique, que d'autres. Ça, c'est vrai. Ah, d'accord, je voulais... Par exemple, notre génération, Oui. nous sommes des consommateurs. OK, On veut le dernier iPhone qui coûte 1 million et qui vient de sortir. d'accord. Nos enfants chercheront à savoir ce que le iPhone 11 leur apporte avant de l'acheter. Ils risquent fort bien de ne pas l'acheter. Oui, Parce que dès le bas âge, ils ont appris à savoir ce que c'est qu'un téléphone. oui, Et en fait, c'est ce qu'on fait avec les enfants de 7 ans. d'accord. Du coup, ils se rendent compte de ce qu'il y a dedans, au-delà de son emballage et de ce que la pub dit. Voilà. En gros, ils savent ce que c'est, ils savent ce que ça peut leur apporter, et ils peuvent prendre la décision de ne pas investir Autant. beaucoup d'argent. Ils ne seront pas des consommateurs, ils seront plutôt des concepteurs. Ah, et c'est dans cette dynamique maintenant que l'on est lancé maintenant. C'est ça. D'accord. En tout cas, c'est super intéressant hein, de s'inviter dans cet univers-là et de se rendre compte qu'il y a des choses qui sont faites. Mais souvent, on a vraiment l'impression que pour nous qui sommes en Afrique, au Burkina,
on est vraiment plus dans la consommation que dans la conception et autres. Exact. Et- Exact. Nous sommes à fond dans la consommation et très peu dans la conception. Mais est-ce qu'on a les... Enfin, je ne parle pas de la capacité intellectuelle, Non. mais matérielle. Est-ce qu'on on a la capacité matérielle d'être dans la conception? Oui, bien sûr. Bien sûr. Si on fait confiance aux enfants et quand on leur explique comment les choses fonctionnent, eh bien, comment on peut créer un objet, ils vont s'habituer à cela. Mais c'est ce que font les Chinois. Hein. C'est vrai. La plupart des téléphones qui coûtent entre 15 et 30 000, ça a été fabriqué par des enfants de 14 ans au départ. OK. Ah oui, ça a été conçu, fabriqué parfois par des enfants. Donc, pourquoi? Parce que dès le bas âge, on a commencé à leur inculquer le goût de la création C'est ça. et le goût de la conception. D'accord. Voilà. Et c'est ce que nous commençons à faire et on voit déjà les résultats. Hein. On voit déjà les résultats. Ah, c'est bien. La lutte du Covid, la lutte contre le Covid, Contre, ouais. ça a commencé. Des étudiants de l'IEGE ont proposé des solutions. Lave-mains automatique, Effectivement. lave-mains et puis respirateur Oui. et tout ça. Ah, donc, c'est dire que... Donc ça a commencé. Il suffit de leur donner la marge de manœuvre. Voilà. Et on verra les Il résultats. suffit de leur mettre le pied à l'étrier et vous allez voir que dans notre pays, il y a voilà, des jeunes qui peuvent changer fondamentalement les choses. Moi, je le vis tous les jours. Ah, Je le vis tous les jours. Voilà, j'ai quelqu'un là qui est avec moi, qui pourrait même être sur le plateau, qui est en train de travailler sur l'intelligence artificielle, d'accord. sur un domaine assez pointu de l'intelligence artificielle qui est la reconnaissance par ordinateur. OK. C'est-à-dire que demain, votre téléphone pourra vous aider à reconnaître n'importe quelle plante. C'est bien, ça. Vous pointez la caméra de l'écran de votre... vous pointez la L'appareil. caméra de votre téléphone Sur la plante. sur un arbre Oui. et il dit c'est un baobab ou c'est un limier ou je ne sais pas quoi. Et c'est super important pour la jeune génération qui n'a pas forcément l'occasion de se retrouver à côté de ces arbres-là. Voilà, Pour c'est ceux ça. qui ont le réflexe d'aller avec les enfants pour qu'ils découvrent, oui. Mais pour ceux qui voient à la télé, en vrai, c'est une autre histoire et ça peut être intéressant. Exact. Qu'en plus, le smartphone, dont souvent on a du mal à se détacher, nous aide à apprendre des choses. Ça peut être super génial. En fait, nos téléphones, nous les utilisons à maximum. Les gros utilisateurs, ils utilisent leur smartphone à 5%. 5%. 5%. J'espère que je fais partie au moins de ceux qui l'utilisent. J'espère que je fais... Alors, à 5%, qu'est-ce qu'on fait avec son smartphone? À 5%, on appelle, on envoie des SMS et puis on fait des photos et on va sur les réseaux sociaux. Bah, moi, je l'utilise ensuite pour recevoir mes mails, pour poster, enfin, pour gérer mes réseaux sociaux, oui. Ah, pour, donc vous êtes à 6 ou 7%. Ah, c'est bien. C'est bien. Je vais aller au-delà, voilà. Mais vous pourrez faire bien plus Bien de plus. choses. C'est vrai que, justement, en échangeant avec des personnes qui sont férus de l'informatique, d'applications et autres, je suis tombée sur une appli qui permet de tester les cosmétiques aussi, pour savoir si c'est bien ou pas bien. Donc, ouais. On va dire que je suis à 6%. Ouais. C'est bien. Par exemple, votre téléphone, il intègre déjà de l'intelligence artificielle que beaucoup de gens n'utilisent pas. Vous D'accord. pouvez demander à votre téléphone s'il va pleuvoir ce soir et il va vous dire si oui ou non il va pleuvoir. Effectivement, il me le dit souvent. C'est Voilà. vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte, mais après, quand on s'habitue à ce petit truc-là, on a du mal à s'en passer. C'est juste un outil, Oui, c'est vrai. pas au-delà. Mais ça facilite la vie. Exact. Donc, quand on est habitué à avoir une vie plus ou moins simplifiée, on a du mal à revenir à C'est un vrai. système C'est simple. vrai. Eh bien, en tout cas, vous avez dit qu'on passe justement, on a envie de passer justement à la conception, à justement éduquer une génération montante qui aura un autre rapport par rapport au numérique, en tout cas dans notre environnement. Et dans la deuxième partie de cette émission, justement, on va s'intéresser à votre programme ainsi qu'à un autre programme. Parce que, je l'ai dit en introduction, le mois d'août, en général, c'est la pause. C'est vrai. Et pendant cette pause-là, on peut soit vraiment se reposer, soit faire autre chose. Parce que les vacances, oui, il faut se reposer, il faut se ressourcer, il faut. Mais s'il y a des activités que l'on peut faire à côté
qui en plus peuvent peut-être orienter ou réorienter le choix dans la formation normale, scolaire ou académique. C'est pas plus mal. C'est vrai. Donc, on va recevoir les autres personnes pour parler de justement les vacances autrement entre aviation et codage informatique. On revient après cette pause. Coucou mes loulous, mes doudous, mes chouchous, mes trésors, mes amours en chocolat et très chers parents. Vous m'avez énormément manqué, énormément. Vous avez été des milliers, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et je dirais même d'en haut et d'en bas à suivre fidèlement votre émission préférée de jeunesse ludo-éducative, j'ai dénommé Kiddies Club. Le coronavirus nous a certes stoppés pour un temps, mais nous voilà avec plus d'énergie pour plus de jeux, plus d'apprentissage, plus de découvertes, enfin plus de plus. Pour ces vacances, chers parents, si vous souhaitez que votre enfant participe à notre émission, c'est simple. Appelez-nous au 74 46 91 98. Je répète, au 74 46 91 98 pour les inscrire. C'est le lieu pour vous de faire profiter vos enfants de vacances saines et éducatives en notre compagnie. Nous serons très heureux de les accueillir parce que Kiddies Club, c'est l'émission des vrais malins et c'est sur BF1. Coucou mes loulous, mes doudous, mes chouchous, mes trésors, mes amours en chocolat et très chers parents. Vous m'avez énormément manqué, énormément. Vous avez été des milliers, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et je dirais même d'en haut et d'en bas à suivre fidèlement votre émission préférée de jeunesse ludo-éducative, j'ai dénommé Kiddies Club. Le coronavirus nous a certes stoppés pour un temps, mais nous voilà avec plus d'énergie pour plus de jeux, plus d'apprentissage, plus de découvertes, enfin plus de plus. Pour ces vacances, chers parents, si vous souhaitez que votre enfant participe à notre émission, c'est simple. Appelez-nous au 74 46 91 98. Je répète, au 74 46 91 98 pour les inscrire. C'est le lieu pour vous de faire profiter vos enfants de vacances saines et éducatives en notre compagnie. Nous serons très heureux de les accueillir parce que Kiddies Club, c'est l'émission des vrais malins et c'est sur BF1. Et justement, les vacances, nous, on en parle. Alors, comment occuper le mois qui reste, voilà, parce qu'en principe, la rentrée, c'est en septembre. Comment occuper ce mois qui reste avec les enfants qui ont passé plusieurs, on va dire, mars, avril, mai, juin et juillet, 5 mois de repos pour, ce que vous savez, hein, ils sont restés à la maison, vous avez dû les occuper comme vous pouvez. Il reste un mois. La vie reprend lentement et sûrement son cours. On peut faire des activités en dehors de la maison. Comment occuper justement ce mois qui reste là autrement, apprendre quelque chose, le faire différemment. On a cherché et on est tombé quand même sur des programmes qui pourraient éventuellement vous intéresser. Notamment justement le programme, alors pour ne pas me tromper, donc on a Convacances ACES, donc avec Monsieur Younous Sanfo, il va nous en parler. De quoi il s'agit, d'où est venue l'idée et dans quelles conditions vous faites tout ça? Je vous remercie. Il s'agit de mettre très tôt les enfants en contact avec la technologie. D'accord. Mais pas juste leur montrer ça c'est un ordinateur, ça c'est un téléphone. C'est leur expliquer comment ça fonctionne et aller peut-être au-delà de comment ça fonctionne. Par exemple, un robot. On va le démonter et le remonter ensemble avec les enfants. D'accord. Et leur expliquer tous les composants afin qu'ils puissent comprendre comment ça fonctionne. D'accord. Mais au-delà de ça, on va leur apprendre la programmation. C'est quoi la programmation? La programmation, c'est donner une suite d'instructions à une machine, des instructions logiques, de façon à ce que la machine puisse exécuter ce que l'homme a conçu. Ok. C'est ça. Par exemple, je dis, les instructions, c'est très simple. Hein. Je dis par exemple à quelqu'un, lève-toi. La personne va comprendre et se lever. C'est ça. La machine, c'est pareil. Je vais dire à la machine, avance. Si je lui dis ça dans sa langue, la machine va comprendre et va avancer. D'accord.
Parce que donc pour programmer, il faut déjà connaître le langage de la machine Exact. et lui parler dans cette langue. C'est ça. D'accord, ok. Oui, c'est super technique. Et c'est, comme on le dit, les enfants sont des éponges. Et en général, plus on l'apprend jeune, plus facilement on l'intègre et logiquement, ça rentre dans la vie. C'est incroyable. On leur fait 60 heures de cours Ok. aux enfants. Oui. C'est vrai que les 60 heures représentent environ 3 ans de technologie. 3 Ok. ans. Ok. Donc, en 60 heures, ils vont apprendre la programmation Ok. et la robotique. Ok. Il faut absolument que vous voyez ce qu'ils font Oui. pour croire. Par exemple, la petite fille qui est assise à côté de moi, qui s'appelle Elena, Elena, oui. eh bien, Elena, elle a créé un jeu vidéo. D'accord. Alors, Elena, tu vas bien? Oui, Tu as quel âge? 8 ans. 8 ans. Tu fais quelle classe? Ce 1. Et tu vas au CE2, c'est cela? Oui. Et c'est quoi ton jeu vidéo? Comment ça s'appelle? Je n'ai pas donné de nom. Mais comment ça se passe dans ton jeu vidéo? Explique-nous. Dans mon jeu, c'est une princesse Oui. qui doit attraper le cœur, la balle, et puis une autre chose. D'accord. Mais elle doit faire tout pour ne pas attraper la chauve-souris Ok. et la coccinelle. D'accord. Ok. Et c'est toi qui as pensé ça et on t'a aidé à concrétiser ça. C'est bien. On va réfléchir à trouver un nom pour cette princesse-là. Et moi, je connais un programme qui s'appelle Princesse Elena. Pourquoi il ne s'appellerait pas Princesse Elena, ton jeu? Tu aimerais bien que ça s'appelle Princesse Elena ou pas? Oui. D'accord. Ah, donc, On a déjà, on a trouvé... on a peut-être un nom. Voilà, tout ça. on a les défis de la princesse Elena. Vous En voyez, route. Elena vous a expliqué très rapidement Oui. en quoi consiste son jeu. C'est ça. Il y a une princesse Oui, qu'on doit sauver oui. et il y a des objets qu'il ne faut pas toucher. Touché, c'est ça. Eh bien, avant de programmer cela, il a fallu qu'elle fasse un algorithme. Un algorithme, En français facile. en français facile, Oui. un algorithme, c'est la réflexion Oui. qu'on fait avant de passer à l'action. En fait, D'accord. tous les jours, Oui, tout le monde fait des algorithmes. d'accord. Mais c'est seulement en informatique et dans certains métiers qu'on en parle le plus. C'est ça. Mais sinon, si vous faites une recette d'omelette, eh bien, vous déroulez un algorithme. Ah, Parce que vous commencez, il y a un début et il y a une fin. Oui. Et il y a une suite logique. c'est ça. Vous n'allez pas mettre l'œuf dans l'huile, dans la casserole, C'est ça. Sans casser. sans casser. Voilà, donc c'est il y a ça, ouais. des étapes. Oui, Non seulement elle, il y a des étapes, mais elle a inclus des tests à l'intérieur, d'accord. des conditions. Oui, Si tu touches la chauve-souris, tu as un point en moins. Par contre, si tu touches le cœur, oui. tu as un point en plus. D'accord. Si tu fais ci, il se passe ça. Et si tu fais ceci, il se passe cela. Et ce n'est pas juste 2 tests. Elle en fait plusieurs. D'accord. Si vous demandez à un informaticien, niveau Bac plus 4, de vous écrire ce programme, eh bien, il va passer 2 jours là-dessus. D'accord. 2 jours. 2 jours. Elena, elle a 8 ans. On Elle la a 8 rappelle. ans. D'accord. Elle n'a pas encore de bac plus. Elle ira au CE2 à la rentrée. Oui. Et elle a déjà fait ça. Elle a fait ça. Oui. Waouh. Franchement, c'est impressionnant. C'est vrai qu'elle a fait ça avec un outil adapté À son, à son âge. niveau, oui. L'adulte qui programme aujourd'hui, il va aller taper directement du code dans un langage. Et Elena, elle va utiliser des blocs visuels. D'accord. Mais de temps en temps, elle va rentrer les conditions à la main. Par exemple, pour savoir que le nombre de vies a atteint un certain niveau, elle va faire des additions. D'accord. En fait, on fait des maths, de la physique et d'autres sciences pendant qu'on est en train de jouer. D'accord. Voilà. Donc en fait, c'est pas juste jouer, c'est apprendre. C'est jouer en apprenant. Vous voyez le robot qui avance là-bas? Oui. Si vous mettez votre pied devant, Oui. eh bien, il va s'arrêter. D'accord. Il y en a un qui a quitté le plateau, il va falloir qu'on nous le ramène. Ouais. D'accord. Ok. Voilà. Et ça, c'est les enfants qui le font ça. Les enfants arrivent à faire avancer le robot comme ça? Les enfants arrivent à le faire Alors, par là. une fois qu'on leur a expliqué comment cela fonctionne. D'accord. Vous voyez que tous ces robots-là, Oui.
Je pense qu'il faut les arrêter. Oui, il faut Tous ces robots-là Bah, il s'est arrêté. intègrent des espèces d'yeux. Ce sont des capteurs. D'accord, Donc l'enfant va apprendre comment fonctionne un capteur. d'accord. Notamment le capteur qui permet de détecter un obstacle. C'est un capteur Ok. ultrasonique. D'accord. Le capteur ultrasonique, ça utilise la même technique que la chauve-souris. Oui, comment on appelle ça? Le sonar C'est d'écolocalisation ça. de la chauve-souris. Voilà, ça envoie les ondes. Oui. Et lorsque ça répercute une paroi, Oui. l'information revient. Oui. Et ça permet à la chauve-souris d'évaluer la distance Ouais. par rapport au temps mis. Oui. Voilà, donc c'est En fait, en simple, je le sais en fait parce que j'ai vu un documentaire animalier hier soir. Donc en fait, la chauve-souris se déplace la nuit justement par écolocalisation, C'est c'est-à-dire ça. elle envoie un son C'est qui ça. ricoche sur les obstacles Oui. et naturellement elle sait s'il y a quelque chose en face ou pas. C'est pour ça par exemple que vous ne pouvez pas piéger une chauve-souris dans le noir parce qu'elle sait où elle va, C'est ça. elle sait s'il y a des obstacles ou pas. Donc c'est la même chose avec les ordinateurs. exact, c'est la D'accord. même chose Avec les robots. ce type de robot. D'accord. Certains drones Ok, ont la capacité de détecter un obstacle d'accord. et de prendre une décision. Soit D'accord. s'arrêter, vous voyez, il n'a Il pas s'est peigné. arrêté, oui, Il s'est effectivement, arrêté, et il là, regarde, il va essayer il de cherche. ressortir. D'accord. Voilà, il a trouvé une solution pour revenir là. Il recule et il si je revient. mets mon pied, il va s'arrêter. D'accord. Parce qu'il a détecté. Et il tourne ses yeux pour chercher la Voilà, il tourne ses yeux. En fait, celui-là, c'est un niveau, c'est niveau 4e, 3e. D'accord. Et celui-là, c'est niveau 7, 8, 9 encore. D'accord. OK. Donc on va peut-être les arrêter. Et Voilà, c'est mieux de les arrêter. au-delà donc de cela qui nous a paru quand même assez intéressant comme activité pour les vacances, on a également Voilà, la tablette. fait une petite promenade et on est tombé sur l'aéroclub donc avec Astrid Ouda qui va nous en parler. C'est quoi un aéroclub? Qu'est-ce qu'on y fait? Qui s'y trouve? Qui peut venir là-bas? Comment on y vient? Ça fait autant de questions, ça fait beaucoup de questions. Mais déjà, bonjour Astrid et bienvenue. Bonjour Stéphanie, Comment ça va? je vais bien et toi? Ça va également. Alors, c'est quoi l'aéroclub? L'Aéroclub, c'est une association à but non lucratif qui regroupe des passionnés d'aviation venant D'accord. de différents horizons. Quand on dit passionné d'aviation, c'est des personnes qui sont passionnées de quoi concrètement? Disons que c'est des personnes qui aiment les avions, Les avions, ok. euh, Qui aiment voyager, qui aiment faire voler, qui aiment juste regarder l'avion décoller. Parce qu'il y a des gens apparemment qui sont passionnés de l'avion qui décolle et qui atterrit. Oui, je pense que l'Aéroclub regroupe tous ce bon nombre de personnes. Il y a ceux D'accord. qui veulent voler, ceux qui veulent regarder. Et voilà. Et l'aéroclub existe depuis combien de temps? L'Aéroclub existe depuis 1953. Quand même. D'accord, ok. Donc on suppose que dans l'aéroclub, il y a des personnes qui sont passionnées de l'avion. Mais est-ce que dans l'aéroclub, on peut apprendre à faire voler un avion? Oui, à l'Aéroclub, on a des instructeurs qui sont capables de nous donner des cours théoriques et des cours pratiques qui conduisent généralement au PPL. PPL qui veut dire Private Pilot Licence, qui D'accord. équivaut pratiquement à 45 heures de vol. 45 heures de vol Oui. pour avoir ce diplôme-là. Tout à fait. Cette licence-là, c'est comme ça que ça s'appelle? C'est une licence ou un diplôme? C'est une licence en fait. D'accord, ok. Une licence de pilote donc, qui permet au détenteur de cette licence-là de pouvoir piloter. Mais quel type d'avion? Le détenteur de cette licence peut piloter, mais pour des vols de loisirs en fait. Il Des n'a vols pas de le droit loisirs. de se faire renumérer avec cette licence. Il D'accord. faut qu'il aille au-delà de cette licence pour pouvoir se faire renumérer, se faire embaucher par des compagnies et autres entreprises en fait. D'accord. Mais à quel moment on sait que c'est un vol de loisir et que c'est un vol, je ne sais pas, enfin, parce qu'on peut se dire que c'est un vol de loisir, mais il y a des gens qui payent justement pour avoir droit à un vol de loisir. On est toujours dans le vol de loisir ou pas? Oui, on peut toujours être dans le vol de loisirs, mais pour la seule condition que le pilote aux commandes soit un pilote qualifié pour être rémunéré. D'accord. Ok, donc il faut avoir donc, le niveau requis pour payer, donc pour faire des vols de loisirs. Donc en ce moment, on suppose par exemple que moi qui ai envie de faire un petit tour en avion, donc de faire un petit tour en avion, de venir vers vous et de dire, bon voilà,
Moi, j'ai bien envie de faire un tour en avion, je ne sais pas. Et le pilote qui viendra, qui pilotera pour que je fasse mon tour en avion sera payé parce qu'il a dépassé le niveau PPL. C'est bien cela, hein? Oui, D'accord. Ok. mais en fait, au niveau de l'aéroclub, on a un autre système qui D'accord. s'appelle les baptêmes d'air. Les baptêmes de l'air. Voilà, les Ok. baptêmes de l'air, en fait, c'est ouvert à tout le monde. Du genre, tu viens, tu payes pratiquement un coût forfaitaire. On te fait faire un tour de la piste. D'accord. Donc, du coup, tu as le décollage d'abord, on survole un peu la ville et après, on a l'atterrissage, en fait. D'accord. Mais ça peut se faire avec n'importe quel type de pilote, en fait. Ok. Bah, donc, en fait, il peut y avoir des pilotes expérimentés qui justement, prennent de leur temps pour permettre à d'autres de faire leur baptême de l'air. C'est bien cela? Oui, effectivement, parce que la plupart de nos instructeurs sont des bénévoles. D'accord. Voilà, ils le font juste pour le plaisir de le faire. Et à partir de quel âge, justement, on peut décider que j'ai bien envie de devenir, de savoir faire voler un avion pour faire des vols de loisirs? À partir de quel âge on a le droit de le faire? Je suppose que c'est comme pour le permis de conduire, il y a un âge minimum. L'âge minimum, c'est 16 ans, mais pour les cas de moins de 18 ans, il faut forcément une autorisation parentale au préalable. D'accord. Au-delà des 18 ans, tu peux t'engager toi-même. D'accord. Donc, si on a 16, 17, peut-être 18 ans au début, il faut que les parents disent oui, tu as le droit d'aller apprendre à faire voler un Oui, avion. et il faut qu'ils signent, Très attester, clairement. voilà. Ok. Et maintenant, quand on a plus de 18 ans, naturellement, on peut se décider en disant ouais, je suis majeur. Au lieu de passer un permis de conduire, j'ai plutôt envie d'avoir ma licence de pilote. Donc, je vais aller faire ça. Tout à fait. D'accord. Et ça se fait à Ouaga entièrement? Pas besoin de voyager, pas besoin d'aller à l'international pour le faire? Non, ça se fait entièrement à Ouaga. Donc, pour cela, il faut d'abord être membre de l'aéroclub. D'accord. Membre de l'aéroclub suppose que tu vas d'abord t'inscrire. Et ensuite, il va falloir faire une batterie d'examens qui prouve que tu es apte à prendre les airs. D'accord. Et t'acquitter également de tes cotisations annuelles au niveau de l'aéroclub. D'accord. Donc, c'est-à-dire que si tu es élève ou étudiant, tu peux décider par exemple de faire ta formation pendant ta période de vacances ou tu fais un emploi du temps avec tes cours et autres. Tu peux le faire pendant ta période de vacances, mais tu peux le faire également pendant les cours. En fait, tout dépendra de la disponibilité de l'instructeur et également de toi-même, ta propre disponibilité. D'accord, ok. Donc, quand on est membre de l'aéroclub, c'est vrai qu'on l'a dit, il y a les baptêmes de l'air, mais on va se dire que tu ne vas pas tous les jours venir pour faire un baptême de l'air. Donc, concrètement, c'est quoi les activités dans un aéroclub? Hormis les baptêmes d'air, on a d'autres activités, par exemple la visite des locaux. Également, on peut recevoir les écoles avec les tout petits pour qui prennent des photos avec les avions. D'accord. Et éventuellement, les donner quelques petites notions concernant les avions, concernant ce qui se trouve, comment faire décoller l'avion, comment faire et atterrir l'avion. D'accord, ok. Donc, ils peuvent apprendre ça. Et en fait, moi, ce qui est intéressant dans ce que vous faites par rapport à ce que Monsieur Sanfo fait, c'est qu'il y a ce que l'on appelle souvent le simulateur de vol qui permet d'apprendre sans forcément quitter les airs. Est-ce que vous en avez des simulateurs de vol? Malheureusement, on n'a pas de simulateur pour le moment. D'accord. Oui, mais on a quand même des logiciels qui peuvent remplacer le simulateur, qui peuvent être installés facilement sur les ordinateurs. D'accord, ok. Est-ce que vous pouvez nous concevoir un simulateur de vol? Je me tourne vers vous et peut-être vers Elena qui va nous aider à faire voler nos hélicos en étant à la maison. Est-ce que c'est possible? Est-ce que les enfants peuvent faire ça? Oui, Elena a déjà utilisé un simulateur de vol. D'accord. Oui. Les enfants utilisent d'abord le simulateur parce que sinon ils vont nous casser les drones en moins de 2. D'accord. Donc ils passent d'abord du temps sur le simulateur. D'accord. Mais c'est un simulateur de drone Un simulateur de drone. D'accord, ok. Mais on a des simulateurs d'avion aussi, mais ça c'est dans un autre cadre. Ok. Voilà, les étudiants par exemple utilisent le simulateur de vol, ouais. d'avion, même de Boeing 747. Ah ouais. Tout ça, oui. D'accord. Mais pour les enfants, ils vont utiliser une vraie manette de drone. D'accord. Connecté à un ordinateur pour faire voler le drone. Ce qui fait que lorsqu'ils vont passer au vrai drone, ils ont déjà acquis tous les réflexes nécessaires pour faire voler le drone sans le casser. Ah, super. En fait, du coup, moi, j'ai envie de savoir, pour faire voler un drone, on n'a pas nécessairement besoin de passer par une école de pilotage, hein, du tout. En fait,
moi, quand j'ai fait ma licence de pilote Oui. de drone, Oui. je l'ai fait avec des pilotes d'avion. D'accord. Parce qu'il y a une partie qui est commune. Tout ce qui est aéronautique, c'est exactement pareil. OK. Bon, la différence, c'est que celui qui pilote le drone n'est pas dans le drone. Ah, c'est sûr. Et celui qui pilote l'avion est dans Est l'avion. dans l'avion. Mais sinon, l'air, C'est dans les airs. le vent, la pluie, tout ce qui est intempérie, c'est exactement pareil. Donc, il y a un tronc commun qui est exactement pareil. Bah, on va dire plutôt que, sauf que peut-être que l'air a un effet un peu plus présent sur le drone que sur l'avion, qui est plus gros. Je ne sais pas si je dis n'importe quoi, mais on a non, vous l'impression. ne dites pas n'importe quoi, c'est une question de poids. Oui. D'ailleurs, mais c'est qu'il y a des règles. Par D'accord. exemple, aux enfants, on leur a appris quelles sont les règles aéronautiques. OK. Par exemple, un drone ne doit pas voler à une altitude supérieure à 150 mètres. D'accord. Pourquoi? Ben, parce qu'un drone peut rencontrer un avion. Ah, à plus Si de un 150. drone rencontre un avion, l'avion tombe. OK. Parce qu'il fait un gros trou comme ça. Le drone, Le drone, il peut faire des dégâts sur un avion? oui, exactement. Donc, OK. vous ne devez pas voler à côté d'un aéroport. Vous ne devez pas voler dans l'axe d'un aéroport jusqu'à 20 km. 20 km à la ronde interdit. 20 km dans l'axe d'un aéroport. Vous ne devez pas faire décoller un drone, sinon vous pouvez vous prendre une amende. D'accord. Et voilà, il y a près de 160 règles comme ça à respecter pour faire voler un drone. 160 règles. Ah oui. J'espère Bon, aux que enfants, tout- on leur apprend les 10 principales règles. D'accord. Tu t'en rappelles, Elena? Tu t'en rappelles? Voilà. Tu connais les 10 règles? Tu te rappelles des 10 règles pour faire voler un drone? Oui. Tu peux nous les rappeler, s'il te plaît? Oui. S'il te plaît, vas-y. La première règle, c'est de ne pas voler un drone quand il veut pleuvoir. D'accord. Quand il pleut, Oui. quand il neige, D'accord. quand il y a des fils de courant. D'accord. Il ne faut pas le faire à côté d'un aéroport. OK. D'accord. Bah, ça fait 5, c'est déjà 5 sur 10, c'est parfait. On ne va pas te fatiguer plus que ça. Merci beaucoup. Alors, c'est génial, hein, franchement. Tu es trop forte. Félicitations. Je ne sais pas si j'aurais pu faire la même chose à 8 ans. C'est bien. Donc, on se rend compte quand même que ces deux secteurs qui sont, moi j'ai envie de dire, voisins. Cousin, oui. Bon, cousin, voilà, c'est encore mieux. Carrément cousin. Donc, c'est dire que on peut faire les deux en association, c'est-à-dire apprendre à faire du codage, de la robotique et être passionné d'aviation, se retrouver donc dans l'aéroclub et apprendre également à le faire. Mais est-ce que dans ce que vous faites, ce que vos instructeurs donnent comme cours théoriques, il y a beaucoup de maths ou pas? Parce que souvent on se dit, à part le pilote, qui aura besoin de maths dans sa vie? Souvent on se fait cette blague-là au lycée. Donc est-ce qu'il y a beaucoup de maths? Est-ce qu'il faut être incollable en maths vu que ce n'est pas pour faire pilote de ligne? En fait, il y a beaucoup plus de physique que de maths. Ah, d'accord. Mais dire qu'il faut être incollable en maths ou en physique, ce n'est pas forcé. Parce que D'accord. ce n'est pas de la physique pure en tant que telle. Ok. Voilà. C'est des cours allégés, également pour connaître un peu les différentes... connaître un peu l'interface de manipulation de l'avion, les différents boutons et autres. Également, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est en face des intempéries. Voilà. Parce que je suppose que là-bas aussi, il y a plein de règles à respecter, comme pour le drone. Oui, tout à fait. Il y a énormément de règles qu'il faut respecter, notamment les règles concernant les intempéries. Concernant les intempéries, par exemple, quand il y a la pluie, il y a un type de nuage qu'il faut forcément éviter en cas de pluie. Donc il faut savoir les reconnaître. Oui, oui. D'accord. En l'occurrence, le cumulonimbus. Mais en fait, il faut noter également que la tour va t'avertir au préalable qu'il y a ce type de nuage qui est en train de venir. La tour de contrôle. Oui, la tour de contrôle, tout à fait. D'accord, ok. Donc, c'est dire quoi? Est-ce que c'est dire que quand on a envie d'avoir justement sa licence de pilote de loisir, on va le dire comme ça, et qu'on vole, c'est dire qu'on est en contact avec la tour de contrôle, comme pour un avion de ligne, c'est pareil. On a besoin des autorisations pour décoller et tout ça, ou c'est beaucoup plus simple, on se dit, bah, c'est un petit vol dans le quartier, tranquille, ils n'ont pas besoin d'être informés. Comment ça se passe?
Bon, ça se passe également comme tout vol, hein. Il faut d'abord avertir la tour pour demander l'autorisation de décoller. Et c'est à la tour de te donner l'aval pour que tu puisses décoller. Si la tour refuse que tu décolles, tu es obligé de stationner, te mettre en attente avant qu'elle ne te donne l'autorisation de décoller. D'accord. Pour l'atterrissage, pareil. Pour l'atterrissage, pareil également. Parce qu'en fait, il faut déposer un plan de vol comme un avion commercial. Ok. Dire, je vais à tel endroit et voilà, je reviens à peu près à telle période. Et là, maintenant, la tour, en fonction du trafic aérien, te dit ce qu'il y a lieu de faire. Est-ce que c'est possible ou est-ce que ce n'est pas possible, en fait? Parce qu'effectivement, quand on parle de trafic routier, c'est clair pour nous. Mais pour l'aérien également, il y a un trafic qui est là. Il y a, enfin, c'est quoi le trafic aérien? Bon, je vais le dire comme ça pour ne pas m'emmêler les pinceaux en essayant d'expliquer. C'est quoi le trafic aérien? Le trafic aérien, ben, c'est un peu comme ce qu'on retrouve également au sol, hein. C'est, comment dirais-je, c'est Les avions qui les vont, avions qui qui viennent. volent, qui vont, qui viennent. Mais il faudrait savoir, quand un avion décolle, s'il n'y a pas un obstacle qui doit venir, par exemple un autre avion qui doit venir après lui, pour que, en fait, il ne se croise pas, en fait. D'accord. Voilà, donc il faudrait que la piste soit dégagée pour qu'il puisse prendre son envol, pour qu'il puisse aller avant qu'un autre puisse décoller ou atterrir, en fait. D'accord. Donc, sans rencontrer d'obstacles, j'ai envie de dire d'où justement l'interdiction de voler dans l'axe de l'avion, puisque le drone ne communique pas avec la tour de contrôle de l'aéroport. Donc, il faut que la tour de contrôle puisse très clairement dire qu'il n'y a pas d'obstacle et qu'effectivement, il n'y ait pas d'obstacle. Parce que s'il y a un drone qui est là, la tour ne voit pas, ça peut devenir un danger pour l'avion et pour tous ceux qui sont au sol. Parce qu'un avion qui tombe, c'est sûr que ça ne tombe pas inaperçu, c'est sûr. Alors, à côté de Elena, nous avons Asmao. Comment ça va, Asmao? Je vais bien. Alors, Asmao, elle fait quoi? Je suis formatrice, je dirais D'accord. monitrice Ok. au camp vacances à CES. Mais avant, tu avais quel profil avant d'être formatrice au camp? Je suis étudiante en réseau télécom, mais je suis aussi parallèlement une formation en intelligence artificielle. D'accord, ok. Et ça se passe bien? Oui, très bien. Qu'est-ce qui a poussé Asmao à choisir cette filière de formation? Bon, déjà, je dirais que depuis que je suis petite, les parents n'acceptaient pas vraiment que je sois dehors, jouer avec les petits-enfants et tout. Donc, on me donnait la télé, l'ordinateur, l'Internet. Donc, à force de tout le temps être sur l'ordinateur pour faire des recherches sur Internet et tout, tu finis par avoir une certaine passion des ordinateurs et tout ce qui est technologique. Donc, je dirais que c'est quelque chose que j'ai nourri depuis l'enfance, au fait. Donc, après le bac, je dirais que ma voie était déjà tracée et les parents aussi m'ont poussé dedans. Moi, j'ai envie de savoir, est-ce qu'à un moment donné, Asmao a voulu savoir ce qu'il y a derrière l'ordinateur? Est-ce qu'Asmao a déjà ouvert un ordinateur avant de commencer la formation? Je dirais, j'ai gâté 2 ordinateurs de papa. Ah, voilà, on y est. J'étais sûre. J'ai Comment ça gâté. s'est passé? Bon, et le premier ordinateur, c'était à l'internat. D'accord. On a essayé de démonter. En fait, ça ne s'allumait pas. Ok. Alors que je savais que je suis à la maison, que ça ne s'allumait pas, j'allais avoir des problèmes. Donc, on a essayé de Démonter. dévisser les petites vis qui sont à l'arrière et tout. Après, tout ça. Je pense que c'était pire qu'au départ. Et le deuxième ordinateur? Le deuxième, bon, c'est l'ordinateur de la maison, l'ordinateur fixe. Ça, c'est papa lui-même qui a commencé. En fait, il a démonté, il a vu que c'était un peu bizarre, il a voulu appeler le réparateur. Et à son absence, si j'ai bricolé certains trucs là-bas, et c'est parti en vrille. Alors, monsieur Sanfo, souvent on dit qu'un enfant qui a tendance à casser, en fait, son ambition, ce n'est pas de détruire. C'est ça, Donc, il faut lire autre chose à côté de ça. exact. Il faut accepter qu'il y ait des petits incidents pendant l'apprentissage. Ok. Et c'est pour ça que ce soit les parents ou les enfants, on n'a aucun problème lorsqu'on a un drone cassé ou un robot cassé. Parce que ça, c'est un petit détail. D'accord. Voilà. D'ailleurs, c'est parfois en cassant qu'on apprend le mieux. Le mieux. Tout à l'heure, on parlait de mon métier. Oui. Pour savoir protéger les systèmes, il Il faut faut- se mettre dans la peau de celui qui altère la sécurité du système. C'est pareil. C'est basique. Asmao, il a fallu qu'elle casse 2 ordinateurs Oui. avant. Oui. Et pour en revenir à Asmao, Oui. c'est elle qui a appris aux enfants Oui. à programmer les jeux vidéo. D'accord. Leur expliquer déjà
les algorithmes, toute la pensée algorithmique qu'il faut pour d'abord poser l'idée sur papier avant de programmer. D'accord. Voilà. Il y a pas mal d'anciens informaticiens. Mais elle est encore étudiante en plus. Oui, elle est encore étudiante, mais la plupart, tous les formateurs sont des étudiants. Des étudiants. On a signé une convention avec une université, D'accord. ISGE, pas très connue, mais très efficace. D'accord. Les étudiants de l'ISGE ont des capacités énormes. Et je pense que dans le futur, par exemple, des structures comme la Sonabel, Brakina, ils commencent à connaître les étudiants de l'ISGE. Parce que quand ils arrivent là, eh bien, ils apportent voilà, une grosse plus-value. On se rend compte qu'ils ont vraiment appris quelque chose. Donc, ce sont ces étudiants-là que nous formons pour devenir formateurs, animateurs dans les camps vacances. Okay, donc, eux-mêmes, ils apprennent pas mal de choses, dont l'intelligence artificielle, la robotique, et puis voilà, d'autres technologies. Et ils acceptent d'inculquer ça aux enfants, quoi. Mais en transmettant, en général, on apprend encore plus. Voilà. N'est-ce pas ce que l'on dit? Et aujourd'hui, les filles vont nous faire une petite démonstration. De quoi il s'agit? Expliquez-nous avant, pour qu'on ne soit pas totalement perdus. Bon, Elena a eu à créer un jeu pendant sa période de formation. Oui. Le jeu dont qu'elle a expliqué tout à l'heure. Le défi de la princesse Elena. Oui, et là, vous aurez l'occasion de voir la suite logique du jeu. Oui, de tous les algorithmes et les blocs d'instructions qu'elle a eu à utiliser. Ça sera facile à comprendre pour nous. Voilà, vous aurez... Oui, bien sûr. Bon. Non, en fait, il faut que je pose la question. Est-ce que ça sera facile pour nous à comprendre? Bien sûr. Ouais. D'accord, ok. Bien sûr. Donc, on vous suit, on vous croit, on vous suit. Vous aurez le code. Oui. Je pense que normalement, votre écran est envoyé à notre écran retour. Donc, en principe, on devra le voir. Ok, d'accord. Voilà, c'est là. Donc là, on est vraiment dans le jeu. Enfin, c'est un jeu dans la plateforme de développement. La plateforme de développement d'abord. La plateforme de création. Ce que vous avez dit qui est adapté aux enfants. D'accord, ok. Ça a été mis en place par le MIT aux États-Unis. D'accord. Qui a utilisé près de 2500 spécialistes pour concevoir les plateformes dédiées aux enfants. D'accord. Tu vas jouer, on va voir. Donc, Elena va nous faire... Donc, elle a préchargé le jeu qui a été créé par Elena. D'accord. Donc, elle peut jouer à son propre jeu. C'est bien ça, en plus. Donc, on va voir un petit aperçu de ça, avec, vu que les écrans sont connectés, on verra. Est-ce qu'on peut avoir le retour du jeu de Elena? Voilà, donc il faut éviter les chauves-souris, attraper les cœurs. D'accord. Et ça, c'est elle qui l'a entièrement conçu. Exact. D'accord. Ok. Waouh. Et sa princesse est belle en plus. Donc, c'est dire qu'elle choisit les personnages et choisit les obstacles. Elle choisit les niveaux parce que les jeux aussi, c'est des niveaux, c'est des points gagnés, c'est des points perdus, c'est des niveaux d'évolution, c'est des retours en arrière. C'est ça. Elle conçoit d'abord l'histoire. D'accord. Ensuite. Donc en fait, il faut créer l'histoire comme pour un film. Voilà, c'est ça. Et ensuite le mettre dans le langage du jeu. Exact. Ok. C'est bon à savoir, franchement. Et à 7 ans, elle fait ça. Est-ce que ça veut dire que ça peut être un acquis pour. Enfin, je veux dire, elle a ça. Est-ce que ça suppose que ce qu'elle a reçu là restera? Et si d'aventure elle a envie de faire la même formation, qu'à ce moment plus tard, elle aura ça et elle continuera? Ou est-ce que si elle ne continue pas de le faire, elle risque de le perdre? Non, exactement. En fait, ça, c'est le premier niveau. D'accord. Elle va avoir un premier certificat qui va lui donner le droit au deuxième niveau. Et il y a 7 niveaux. D'accord. Voilà, donc à 7 niveaux... Au niveau 7, en principe, si elle a envie, elle fait une formation supérieure avec ses acquis. Non, à 7 niveaux, déjà, elle peut concevoir, elle peut créer des choses et tout ça. D'accord, ok. Voilà, maintenant... Ce sera préférable que le 7e niveau soit dans une école. Ok, d'accord. Voilà, où elle passera peut-être 6 mois, et tout ça. J'ai une question pour Astrid par rapport justement à la licence de pilote
Bon, j'ai dit licence de pilote de loisirs parce que j'oublie le sigle. C'est bien cela. PPL. PPL, est-ce que c'est bien dit de dire licence de pilote de loisirs? Non. Non. Parce qu'on fait des vols de loisirs, mais ce n'est pas un pilote de loisirs, non. Tout à fait. Voilà. D'accord. C'est beaucoup plus, c'est un PPL, Oui. Private Pilot License. D'accord. Donc, licence de pilote privé, en Privé. fait. D'accord, ok. Voilà. Alors, ma question, c'est est-ce qu'avec cette licence-là, on peut évoluer jusqu'à devenir pilote de ligne? Tout à fait, c'est très faisable parce qu'on a eu pas mal d'exemples qui sont passés par l'Aéroclub D'accord. et actuellement qui sont des pilotes de ligne dans différentes compagnies. Il y a un pratiquement à Air Burkina, il y a un autre qui est à Sky et D'accord. qui actuellement est instructeur. D'accord. Donc, ils sont passés par l'Aéroclub et juste retour, ils sont maintenant instructeurs. Pour celui de Sky, il est actuellement instructeur principal au niveau de l'Aéroclub. D'accord, Voilà. ok. Et du coup, c'est quoi le parcours si on passe par l'Aéroclub pour devenir pilote de ligne? Est-ce qu'il faut retourner en école? Est-ce qu'on peut faire évoluer sa licence? Comment ça se passe? On peut passer d'abord par l'Aéroclub, après l'Aéroclub, après la licence de pilote privé. Il va falloir partir se former ailleurs. Parce qu'en fait, au Burkina, ici, on n'a pas d'école pour ça. D'accord, Donc, il faut forcément aller ailleurs, dans une école, une académie de pilotage, pour avoir les autres qualifications nécessaires pour pouvoir voler. Les qualifications aussi, souvent, ils le font en fonction du type d'avion que d'accord. tu dois piloter. Ok, Donc, tu peux avoir une qualification pour Boeing ou une qualification pour un autre avion spécifique. d'accord. Donc, si je comprends bien, quand on arrive pour finalement avoir une licence pour devenir pilote de ligne, on conserve ses acquis. C'est-à-dire, tu as déjà un niveau et tu évolues. Ce n'est pas un recommencement. Non, ce n'est pas un recommencement. D'accord. Parce que généralement, c'est comptabilisé en nombre d'heures de vol. Donc, plus le nombre d'heures de vol est élevé après ta licence privée, moins tu auras de cours pratiques à faire pour la suite. D'accord. Donc, c'est-à-dire que t'as au moins, si j'ai bien compris, on a au moins 45 heures pour avoir fait. la licence, le PPL. C'est Oui, bien cela. oui. Et au-delà de ça, chaque heure de vol est comptabilisée sur le nombre d'heures de vol que vous avez. Tout à fait. Et quand vous voulez passer à un autre niveau, à une autre licence, ça, c'est déjà un acquis. Et Oui. supposons qu'il faille 1000 heures de vol pour atteindre, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. S'il faut 1000 heures de vol pour avoir la licence suivante et que vous avez volé 100 heures, les 100 heures, il reste 900 Il heures reste 900 heures pour forcément. avoir. Oui, D'accord, donc ce qui a déjà été acquis se conserve et on avance et on évolue. tout à fait. Oui. D'accord. Et du coup, il y en a qui vont se dire, est-ce que tous les pilotes passent par là ou est-ce qu'il y a un autre moyen pour devenir pilote de ligne? Il y a des pilotes qui ne sont pas forcément passés par l'Aéroclub, qui sont partis directement faire leur formation. D'accord. Voilà. En fait, l'avantage de passer par l'Aéroclub, c'est que tu es déjà sur place. Donc, du coup, tu vas économiser tes frais d'hébergement, de restauration dans le pays d'accueil. C'est juste cet avantage-là, on voit. Sinon, tu peux aller directement te former à l'extérieur et revenir avec tes qualifications pour être pilote de ligne. D'accord. Donc, mais pour être membre de l'Aéroclub, il ne faut pas nécessairement vouloir devenir pilote. Rassure-moi. Non, pas forcément, pas forcément. D'accord. Donc, tous les profils peuvent être membres de l'Aéroclub. Tout à Toi, fait. par exemple, c'est quoi ton profil professionnel? Moi, par exemple, je suis architecte de formation. D'accord. Voilà. Donc, on a d'autres corps de métier. On a pratiquement même un élève pilote qui est avec moi actuellement. Lui, il travaille déjà même pour le compte de la SECNA. D'accord. Il y a d'autres qui sont, par exemple, chefs d'entreprise. Tous les profils sont les bienvenus pour peu que tu aimes l'aviation et que tu veuilles vraiment voler. D'accord. OK. Donc, du coup, si on a envie de faire de l'aviation et que peut-être on a fait une autre formation, ça peut être une passion qui est née à un moment ou à un autre de son évolution de vie. On se dit, bah, maintenant que j'ai atteint ce niveau, j'aimerais bien, ou peut-être qu'on a eu assez d'argent pour s'acheter son avion privé ou son, comment ça s'appelle, son jet privé. Tout à fait. Et qu'on se dit, bah, au lieu de payer un pilote, je préfère avoir ma licence, on peut venir voir. Oui, je peux qualifier peut-être ce type comme un sport qu'on fait par exemple. D'accord. C'est un peu comme du tennis. Je suis passionnée par le tennis, donc je me lève chaque week-end, je vais au cours de tennis, taper la balle et puis je reviens. C'est pratiquement la même chose en fait, quoi. C'est la passion en fait qui guide le choix vers l'Aéroclub. Ok, Voilà. d'accord. Bah, c'est bien alors. Alors, c'est vrai qu'on échange entre deux types d'activités possibles. Ça peut être pour les vacances, mais en fait, le plus important, c'est que ça peut définir un choix de carrière
Et ça, c'est vraiment important. Et moi, j'ai envie que Elena me dise, c'est toi qui as choisi de partir au camp ou est-ce que c'est papa ou maman qui a décidé que tu devais y aller? C'est les parents. C'est les parents qui ont choisi pour toi. Mais quand tu es arrivé, tu aimes bien? Oui, Tu veux continuer? oui. Est-ce que tu penses que tu pourrais en faire ton travail plus grande? Est-ce que tu penses que tu peux devenir créatrice de jeux vidéo, par exemple? Oui. Ah, d'accord, ok. C'est déjà bien. Donc, est-ce que vous avez le sentiment que vous influencez le choix de carrière des enfants, souvent? En fait, notre objectif, ce n'est pas d'en faire tous des techniciens, des informaticiens. Non, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de leur apprendre à structurer une idée et de partir d'une idée à la concrétisation de l'idée. D'accord. Donc, même si demain Elena devient médecin, Ouais. elle aura quand même une pensée algorithmique Ouais. qui va l'aider à faire la différence. Ouais. Si demain elle devient maçon, eh bien, elle va utiliser cette même pensée algorithmique qui lui permettra de faire la surtout, différence. parlant de l'exemple du médecin, Oui. quand on est en médecine, on parle souvent d'imagerie médicale, Exact. qui est quand même dans l'univers justement du numérique et C'est autres, qui fait que, Oui. forcément, c'est pas comme si c'était quelque chose qu'elle a fait et qu'elle va garder dans un coin et continuer sa vie. C'est Ça ça. va la suivre dans son métier de médecin, si elle veut être médecin. Si elle veut, c'est ça. D'accord. Ça peut aussi, ça peut susciter des vocations. Oui. Oui, il y a des jeunes qui me disent, moi je ne veux plus faire que ça, surtout les garçons. Oui. Ouais, je ne veux plus faire autre chose et tout ça, mais on sait que ça peut changer. Oui. Dans tous les cas, même s'ils ne deviennent pas des professionnels des technologies, ça leur sera utile dans l'avenir. Ça, c'est sûr. Voilà, structurer une idée avant de la mettre en œuvre, ça fait gagner du temps. Oui. Voilà, c'est parce que parfois les algorithmes sont mal faits, qu'il y a des bugs. Et si c'est bien fait, Normalement, tout va bien. Moins de bugs et tout ça. Alors, moi, j'ai envie de demander à ce moment, est-ce que c'est facile de transmettre aux enfants? D'abord, je dirais que c'est assez facile et assez compliqué aussi. Quelle partie est facile, quelle partie est compliquée? Bon, la partie facile, c'est leur transmettre ce que tu as appris, les transmettre en savoir, leur dire mot pour mot ce que tu as appris, leur montrer comment faire. Là, ça va. Mais seulement, il faut se rendre compte que ce sont des enfants. Ah, Il y a des termes que tu peux pas et qui ne pourront pas forcément comprendre. Il faut que tu transformes. il faut mettre ça dans leur niveau. Voilà, dans leur niveau, dans leur langage. Par exemple, pour leur expliquer le principe, par exemple, vous voyez pour le jeu de Elena, Oui. les cœurs qui tombent, il y a les principes de repère. Alors qu'un enfant qui est au CE1 ou au CE2, il ne sait pas Je c'est sais quoi pas un encore ce repère. que c'est qu'un repère. Et donc, souvent, même ceux qui sont en quatrième, troisième, ils savent ce que c'est qu'un repère, mais ils ne savent pas à quoi ça sert. Quand on dit un repère de 2 dimensions, ils ne savent pas c'est quoi. Un repère de 3D, ils ne savent pas vraiment c'est quoi. C'est juste pour eux, c'est juste des lignes qui se on croisent. trace. En fait, il faut tracer pour donner la note au prof de maths. Voilà. C'est tout. Et là, il faut que tu mettes ça dans un langage assez facile pour que Oui. les enfants comprennent vraiment à quoi servent les X, à quoi servent les Y, à quoi sert un repère. Il y a beaucoup d'enfants, finalement, après la formation, on dit « Moi, je ne savais pas au fait, c'est quoi un repère, les X, les Y, on n'a jamais vu ça. Pour moi, c'était une perte de temps. Maintenant, ils savent à quoi ça sert dans la vie réelle. Quand on dit 2D, ils savent c'est quoi. Quand on dit 3D, ils savent c'est quoi. » C'est vrai que souvent, et en ce moment, on parle beaucoup de 3D, 3D, 3D. Oui. Mais si tu ne sais pas ce que c'est, tu sais juste que bon, on est passé à la 3D, j'ai vu un film en 3D. Mais c'est quoi la 3D? C'est un gros point d'interrogation. Mais bon, du moment que c'est là, on ne se pose pas la question. Mais est-ce que toi, fondamentalement, parce qu'en principe, tu es censé être en vacances aussi. Oui. Et c'est tes vacances que tu occupes à transmettre ce que tu sais. Oui. Est-ce que Apprendre aussi. Et à apprendre aussi, Oui. c'est ça. Est-ce que ça change ta façon d'appréhender tes cours après? Beaucoup. Beaucoup. Comment? En fait, ça te permet aussi de savoir que le professeur n'est pas le seul connaisseur ou connaissant de la salle. C'est ça. Tu peux te mettre à la place de ton professeur. Par exemple, il y a des enfants, ils se disent, le prof en face de moi, c'est lui qui connaît tout, je fais uniquement ce qu'il me dit de faire. Mais quand tu te mets à la place du professeur, tu sais que tout le monde a toujours une limite. Et ça te permet d'avoir un esprit ouvert et de faire tes propres recherches après pour améliorer ta propre connaissance.
Et surtout, ça relativise le rapport au prof souvent. Parce que quand on n'est que dans la peau de l'étudiant, oui, ce professeur-là, C'est il ça. nous fatigue, il nous donne ci. Mais quand on devient monitrice et qu'on est dans la peau, on se rend compte qu'il faut relativiser. Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que ça change le regard. Donc, apprendre, transmettre, c'est une manière de faire pour passer ses vacances. Moi, j'ai envie de savoir, est-ce que vous deux, enfin, je parle à Elena et à Asmao, est-ce que vous êtes tentés par l'aviation? Est-ce que Asmao a déjà été tenté par de venir faire un vol, un tour en avion soi-même, sans que quelqu'un ne soit aux commandes? Oui, naturellement, ça m'étonne parce que j'ai une soeur qui est totalement passionnée de ça. D'accord. Ok. Elle rêve même de faire des études en aviation et tout. D'accord. Bon, en attendant, elle fait d'abord des études en maths, physique. Ok. Donc, à cause d'elle, elle m'a un peu mis un peu dans ça et c'est passionnant. Elle est membre de l'aéroclub ou pas? Non. Pas encore. Là, par exemple, c'est une bonne idée pour moi. Je peux aller. On va dire qu'elle n'est pas encore C'est ça. membre, Pas mais encore. ça ne Ça va saurait pas tarder. tarder. Mais c'est Ça ça. ne saurait tarder. Est-ce que Elena a envie de faire des tours en avion? Oui. Ou c'est toi-même qui pilote? Personne ne pilote à ta place. Tu préfères qu'on pilote pour toi. Et vous faites des baptêmes de l'air pour les tout petits aussi? Oui. D'accord. Oui, tout à fait, on le fait. Généralement, on les organise également pour les écoles. Ils font la demande, ils viennent, ils font les baptêmes de l'air. Ils peuvent également prendre les photos à l'intérieur des avions, visiter aussi le site. Voilà. D'accord. Maintenant, je retourne la question. Parce que je sais que, déjà, pour voler, il y a les simulateurs de vol qui sont forcément conçus numériquement et tout cela. Mais pour être architecte également, il y a plein de logiciels que vous utilisez. Tout à fait. Donc, est-ce que souvent Astrid se dit, bon, au lieu de me contenter d'utiliser ce logiciel et d'attendre la prochaine mise à jour, j'ai envie de moi-même faire évoluer le logiciel, de comprendre comment il fonctionne. Est-ce que souvent ça t'est arrivé? Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois parce qu'en fait, à la base aussi, je suis passionnée d'informatique. D'accord. Comme à ce moment où j'ai eu à démonter des ordinateurs. Combien d'ordinateurs? Oui, mais moi, par contre, je n'ai pas gâté d'ordinateur. Ah, tu as réussi à démonter et à remonter? Voilà, j'ai réussi à démonter, nettoyer le ventilateur, mettre un disque dur à l'intérieur, voilà, et puis redémarrer. Toute seule ou assistée? Assisté par YouTube, je précise. Ah, voilà. d'accord, ok. Oui. Qu'est-ce qui s'était passé pour que tu en arrives à devoir démonter l'ordinateur? En fait, la première fois, il y avait un bruit bizarre. Et je me suis dit, tiens, peut-être que c'est le ventilateur un peu, qui a pris un peu de la poussière ou quelque chose du genre. Et j'ai démonté. J'ai vu, j'ai nettoyé un peu avec un coton-tige, en fait. Et quand j'ai démonté, j'ai vu en fait qu'il y avait 2 emplacements pour 2 disques durs et le second emplacement était vide. D'accord. Donc, la deuxième fois, je me suis dit, tiens, mettons pourquoi un pas disque dur. payer un disque dur et puis greffer à l'intérieur. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Ok. Et du coup, ça veut dire que si tu as un problème, après l'ordinateur a marché normalement, Oui, tout à fait. le bruit s'est arrêté? Oui, le bruit s'est arrêté, oui. D'accord. Mais est-ce qu'au-delà de ça, tu t'es dit, j'ai envie de pousser un peu cette curiosité qui est en moi? Oui, pourquoi pas. C'est possible en tout cas. Bon, il faudrait maintenant aménager peut-être le temps pour venir apprendre parce qu'en fait, le codage, ça m'intéresse. Comment un logiciel fonctionne, comment l'améliorer. Parce que souvent, et en architecture, tu as envie de faire une forme un peu complexe. Tu as la forme dans ta tête, tu as la forme sur le papier, mais comment matérialiser ça directement sur la machine? En fait, tu te poses des questions et finalement, tu passes à côté ou bien tu abandonnes complètement la Ou voie tu que tu as prends ce qui choisie. est là? Voilà, oui. Est-ce que c'est possible, dans ce genre de cas, de soi-même décider de définir son logiciel pour qu'il réponde vraiment à ce qu'on a envie de faire? Parce qu'on se dit, sur ordinateur, oui. En fait, souvent, tu as l'idée en tête, c'est comme elle dit, tu as l'idée en tête, mais tu n'arrives pas à le rendre comme tu l'imagines sur ordinateur. Donc, tu te dis, oui, mais si le logiciel permettait de faire ci, est-ce que c'est possible, par exemple, que Astrid décide, moi, pour mon cabinet d'architecte, moi, j'ai envie de faire tel type de forme, les logiciels qui existent ne me permettent pas de le faire, je conçois mon logiciel pour pouvoir faire mon travail. Est-ce que ça, c'est une option possible? Mais bien sûr, si elle investit du temps, Oui. elle peut concevoir... Et de l'argent? Pas beaucoup d'argent. D'accord. Déjà, elle sait qu'on peut aller prendre des cours sur YouTube, Oui. mais il y a aussi Udemy et puis d'autres plateformes
où vous faites carrément un cours de A à Z et vous avez même un certificat à la fin où vous apprenez quelque chose. Vous pouvez même apprendre carrément un nouveau métier maintenant sur Internet. D'accord. Ah oui, oui. Par exemple, si un sujet vous intéresse, vous Oui. faites une recherche, vous pouvez totalement apprendre un nouveau métier de A à Z. D'accord. Et même être certifié Ok, c'est intéressant. là-dessus. Donc, de toute façon, l'informatique, c'est comme si ça avait été fabriqué pour l'architecte. Ouais, c'est vrai. Mais l'architecte, c'est lui qui travaille en 3 dimensions. Oui. Aujourd'hui, un architecte qui n'a pas un drone, bon, il lui reste un investissement à faire. Parce que... Est-ce qu'on peut poser la question Est-ce qu'on peut poser la question Astrid, on peut poser la question ou pas? Oui, on peut poser la question. Est-ce qu'Astrid a son drone? Astrid n'a pas encore son drone. D'accord. Il y a un investissement qui reste à faire. Oui, tout à fait, parce qu'Astrid prévoit prendre des cours de drone, en fait. Parce Ah. que j'avais même eu l'information comme quoi ça se faisait à Abidjan. Voilà, donc je m'apprêtais peut-être à prendre un congé pour aller là-bas et puis faire la formation. Mais bon, vu que l'occasion s'est faite, pourquoi ne pas le faire ici en même temps? Voilà. Je suis entremetteuse finalement, c'est bien. Parce qu'il y a la sœur d'Asmao qui viendra et Astrid viendra. Tout à fait. Donc tout est bien, super. Et justement, en ce moment, il y a peut-être des personnes qui nous regardent et qui se disent, oui, tiens, je suis intéressée par un baptême de l'air ou alors pour avoir ma licence de PPL, donc Private Pilot Licence. Voilà, on y arrive finalement. Donc ma licence de pilote privé, je me disais qu'il fallait que j'aille à l'extérieur pour le faire. Mais tiens, maintenant que je sais qu'on peut le faire ici, comment je fais pour devenir membre de l'aéroclub et comment je fais pour avoir cette licence-là? C'est vrai que tu l'avais dit au départ, il faut être membre, il faut passer une série de tests parce que oui, je ne pense pas qu'une personne qui ait le vertige puisse être pilote. Je ne sais pas si c'est possible. Mais il faut avoir des conditions physiques aussi Tout à fait. pour pouvoir être pilote. Maintenant, comment on devient membre de l'aéroclub? C'est quoi les tests qu'il faut faire? Est-ce que c'est là-bas qu'on le fait directement? Est-ce qu'il faut le faire à l'extérieur pour venir? Comment ça se passe? D'abord, il faut prendre attache avec l'aéroclub. D'accord. Voilà, à la fin, peut-être je vais laisser le numéro de l'aéroclub. Prendre attache avec l'aéroclub. Et de l'aéroclub, on va te référer à un médecin pour la batterie d'examen. D'accord. Parce qu'en fait, ce sont des médecins accrédités par l'ANAC qui sont habilités à faire cette série d'examens. Ce n'est pas tous les D'accord. médecins. D'accord. Et à l'issue de ces examens, si tu es apte maintenant, là, tu peux... On te délivre en fait un certificat médical qui s'appelle classe 2, qui est valable de 2 ans pour les pilotes de moins de 40 ans et 1 an pour ceux qui ont plus de 40 ans. D'accord. Donc chaque année, si on a plus de 40 ans, il faut refaire les tests pour Tout à s'assurer fait. qu'on est toujours apte à voler. Oui, tout à fait. Ça, c'est pour ceux qui veulent passer une pilote de licence. une licence de Une pilote. licence de pilote. Ouais. Oui, tout à fait. Et pour ceux qui ne veulent pas forcément voler, ils peuvent quand même être membres de l'aéroclub. Oui, ils peuvent être quand même D'accord. membres de l'aéroclub. Ok. Donc, comment on contacte l'aéroclub maintenant? Pour contacter l'aéroclub, je vais laisser le numéro D'accord. qui est le 73 63 Ok. 38 58 Ok. ou le 55 67 71 22. On va le redire lentement pour qu'on D'accord. puisse noter. 73 Oui. 63 Oui. 38 58 D'accord. ou le 57 67 71 72. D'accord. Merci beaucoup. Vous êtes situé où? On est situé au niveau du fret de l'aéroport. l'aéroport plutôt, voilà. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Donc, pour tous ceux qui ont envie de s'offrir un baptême de l'air, qui ont envie de visiter les locaux, qui ont envie, pourquoi pas, de passer leur licence privée de pilote ou de pilote privé, c'est dans l'ordre que vous voulez. Ce qui est sûr, vous ne pourrez faire que des vols de loisirs ou, si vous désirez, aller au-delà pour devenir pilote de ligne, naturellement en vous offrant la formation qui s'impose. Pourquoi ne pas faire un tour du côté de l'aéroclub? Si vous êtes plutôt passionné de tout ce qui est informatique, qui est numérique, robotique et autres, pour vos enfants, pourquoi pas, il faut peut-être penser au camp vacances ACES. Donc, pour les parents qui nous regardent, qui se disent « Tiens, c'est intéressant, ça peut être un programme sympathique pour les enfants », rassurez-nous, ce n'est pas encore fini. Non, non, ce n'est pas encore fini. D'accord. Ok. Il reste encore 2 sessions. D'accord. La prochaine commence le 6 août. D'accord.
Donc, et la suivante, le 24, c'est ça? Non, le 18. Le 18, Voilà, d'accord. donc Ils ont le encore- 6 août et le 18. Et vous Il les- reste 2 sessions. 2 sessions et vous les recevez à partir de l'âge de 7 ans. 7 ans. 7 à quel âge? 7 à 17 ans. 7 à 17 ans, ils peuvent venir avec leurs enfants pour leur apprendre justement à découvrir l'autre côté de l'univers informatique et Exact. numérique. Mais à ce moment, Yelena voulait vous faire Yelena, un oui. baptême de vol de drone. D'accord, donc Il faut on aller prend lui les montrer. contacts Tu as pris et ici. on termine avec ça. OK. D'accord, donc pour tous ceux qui veulent vous contacter, Hey! À toi d'abord. accorde-nous une minute, Elena, le temps qu'on prenne les numéros de téléphone pour tous ceux qui veulent, justement pour tous les enfants qui veulent venir apprendre à faire la même chose que toi. Donc, c'est quoi les contacts? Les contacts, c'est 57 37. Oui, 0000. Exact. D'accord. 57 37 0000 pour que les enfants apprennent la même chose. Enfin, c'est plus facile de le dire, que les enfants apprennent à faire la même chose que Elena C'est sur ça. ce plateau. À ce moment, vraiment un grand merci beaucoup pour ce que tu fais et pour ta présence sur ce plateau. Astrid, un grand merci. De rien. Merci beaucoup à vous, Monsieur Sanfo. Merci à vous. Elena, merci. De rien. Et à présent, je te laisse nous faire ton petit baptême de l'air avec ton drone. Et c'est ainsi que l'on finit notre émission de ce jour. Ah, c'est de l'air. Et c'est avec ce drone en lévitation que l'on va se dire au revoir aujourd'hui. On se dit à demain pour un autre sujet, toujours sur ce plateau. D'ici là, faites très attention à vous, portez-vous bien et restez fidèles au programme de BF1. C'est encore les vacances, profitez-en pleinement, pourquoi pas, apprenez à voir et à vivre la vie autrement, ça peut être très intéressant. À demain, au revoir.